Voilà, alors merci infiniment pour cette invitation. J'ai effectivement eu l'occasion de remercier déjà Jean pour cette invitation, hein. Je viens effectivement de Suisse, donc c'est un grand plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Et j'ai eu la chance, comme Jean l'a dit dans l'introduction, d'avoir été formée il y a de cela quelques années à Seattle chez Marshall Linehan à la thérapie comportementale dialectique. Et aujourd'hui, justement, le sujet du jour, c'est d'essayer de vous donner un petit peu envie finalement de pratiquer cette approche innovante et pertinente pour le trouble de la personnalité borderline, mais aussi évidemment actuellement avec des développements pour d'autres troubles de la personnalité, hein. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Donc moi, au niveau clinique, j'ai la responsabilité d'un programme de thérapie comportementale dialectique à Fribourg qui s'appelle le programme PRISM. Fribourg, c'est près de Lausanne, qui est près de Genève, hein, si vous ne situez pas tout à fait. Et en fait, à force d'insister et de finalement d'aller dans le sens de développer une prise en soin pertinente pour le trouble de la personnalité, j'ai eu la chance de pouvoir développer un programme en entier, hein, qui se décline autant en hospitalier qu'en ambulatoire. Et voilà, je vais essayer un petit peu au cours de cette présentation de vous montrer aussi les possibilités en fonction du lieu de soins dans lequel vous êtes et des moyens financiers à disposition, parce qu'évidemment, actuellement, c'est toujours la question de l'argent qui prévaut. Pour cette présentation, j'ai pensé vous faire un petit rappel, mais pas du tout détaillé finalement de ce que c'est le trouble borderline, mais surtout de quelques études qui finalement indiquent la nécessité d'avoir une approche de soins adaptée, rapide, peu coûteuse, puisqu'on sait très bien que les troubles de la personnalité, quand je parle de troubles de la personnalité borderline, c'est un peu les troubles aussi mixtes de la personnalité, hein, parce que les patients ne sont que, que rarement borderline tout seuls, hein. Et au fond, c'est de vous montrer un peu par certaines études qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir un soin structuré pour ces patients-là. Ensuite, je vais vous parler des fondements de la thérapie comportementale dialectique, de l'étiologie du trouble, comment dans cette approche on considère et finalement quel est le sens du trouble de la personnalité, ce que c'est cette fameuse TCD, hein, comment ça s'organise, et puis les développements possibles autour d'autres troubles, d'autres pathologies. Puis on essaiera de conclure aussi avec des aspects de formation et des aspects financiers. Donc vous avez déjà eu, hein, j'ai regardé certaines de vos vidéos, hein, vous avez déjà eu pas mal de cours sur l'épidémiologie du trouble, mais pour se remettre un peu dans le bain aujourd'hui, je pense que c'est bien de se souvenir que c'est un trouble, le trouble de la personnalité et les troubles de la personnalité. Là, je parle spécifiquement du trouble borderline. En fait, c'est un trouble pour lequel on est très peu formé, mais à contrario, qui est extrêmement présent dans la clinique. Donc vous allez me dire, c'est assez paradoxal, hein, il y a peu de formation parce que c'est un trouble assez compliqué à prendre en soin, donc on s'est un peu découragé et puis on a surtout misé sur des formations plutôt soit médicamenteuses, hein, pour les médecins, soit des formations plus simples pour les troubles anxieux et les troubles dépressifs, mais c'est pas ça qu'on rencontre le plus en psychiatrie publique. Donc c'est un trouble très représenté à la fois dans la population générale, mais aussi dans la population clinique, hein. En ambulatoire, vous voyez, les chiffres, ils sont assez larges parce que suivant les études, ça dépend évidemment de la manière dont on va évaluer dans les études épidémiologiques la prévalence du trouble, mais ça peut aller jusqu'à 25% des patients qui consultent en ambulatoire plutôt psychiatrie publique, donc c'est quand même un patient sur quatre. Euh, c'est plus ou moins 20 à 25% des patients hospitalisés. Et en clinique, dans tous les troubles de la personnalité, le trouble borderline, c'est celui qui est le plus représenté. Avant, on disait que le trouble de la personnalité borderline concernait plutôt les femmes. Maintenant, c'est plus du tout vrai, hein. Il y a autant d'hommes que de femmes qui souffrent du trouble de la personnalité borderline. Les hommes sont plutôt en détention, les femmes en consultation psychiatrique, ou les hommes plutôt en addicto et les femmes justement en consultation, on va dire psychothérapeutique. C'est pas la même manifestation du trouble, mais il y a autant d'hommes que de femmes.
Évidemment, ça, vous en avez déjà entendu parler dans les conférences précédentes. Il y a énormément de patients qui ont subi des agressions sexuelles durant leur enfance, hein. On va jusqu'à, actuellement même, hein, dans les toutes dernières études, ça va plus ou moins jusqu'à 85 à 90%. Donc c'est vraiment une population qui a souffert, hein, avec une grande souffrance aussi au niveau des troubles d'attachement. On verra que ça fait partie de l'étiologie du trouble. Et puis, ce qui nous pose problème dans la clinique, c'est la présence de comportements suicidaires ou parasuicidaires, hein, avec à la fois les automutilations, l'impulsivité, etc. Il y a quand même 75% des patients qui rencontrent ou qui présentent des troubles suicidaires ou parasuicidaires. On les définira tout à l'heure, hein. Le point aussi problématique de cette population-là, c'est la comorbidité. J'ai vu une de vos conférences sur les addictions, donc tout dépend de quel bout de la lorgnette on considère le trouble, hein. Est-ce que c'est plutôt un trouble addictif ou un trouble de la personnalité? Aux Pays-Bas, par exemple, Wies van den Bosch, qui est une grande formatrice en TCD, il n'y a plus du tout de distinction entre les unités hospitalières, hein. C'est des unités qui prennent en soin ces patients qui présentent ces deux pathologies, parce qu'on voit bien que c'est une manifestation différente du trouble, mais au fond, c'est les mêmes patients, hein, quasiment. Donc il y a énormément de comorbidités et c'est ça qui retarde souvent le début de la prise en soin, parce que les patients consultent par exemple pour des troubles anxieux, des troubles alimentaires, des troubles dépressifs, hein, et 10 ans plus tard, on en arrive à la conclusion qu'ils ont un trouble de la personnalité et ils ont eu 45 diagnostics différents. Les soignants n'étaient pas d'accord, troubles psychotiques. Je vous vois faire oui, donc en Suisse, c'est exactement la même chose, hein. On change les diagnostics, non, c'est pas ça, oui, c'est ça. Donc quand il y a, c'est presque un diagnostic en soi, hein, quand il y a des changements comme ça, rapides de diagnostic, vous pouvez être sûr qu'à la fin, c'est un trouble de la personnalité. Voilà. On voit parce qu'en fait, on voit des manifestations différentes du trouble à différents moments de la vie du patient et finalement, on n'est pas sur le même visuel à certains moments de l'hospitalisation, par exemple, du patient. Donc, on a tendance à changer le diagnostic, hein, parce qu'en plus, on pense qu'on a plus raison que les collègues, hein. Bon, ça, c'est un autre point. La bonne nouvelle, c'est que finalement, les caractéristiques du trouble diminuent avec l'âge. Pourquoi? Parce que l'impulsivité, avec la maturation cérébrale, va diminuer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, à partir de 45 ans, en général, il y a une diminution du trouble, mais il y a quand même souvent des fois le PTSD ou le PTSD complexe qui reste. Et ça, c'est des aspects résiduels du trouble de la personnalité. J'ai noté ce point en rouge parce que c'est vraiment sur cet aspect-là que va se centrer la thérapie comportementale dialectique, hein, sur le traitement des comportements suicidaires et parasuicidaires, puisque c'est ces aspects-là qui posent des problèmes importants dans la clinique. En fait, c'est là-dessus qu'on ne sait pas vraiment bien comment gérer ces patients-là, hein. D'autres données épidémiologiques, à Fribourg, on avait fait une petite étude, vous voyez ce graphique-là, qui montre que plus les patients sont hospitalisés sur une même année, plus en fait ils ont un diagnostic de trouble de la personnalité borderline. Donc ça, c'est un autre diagnostic en soi, hein. C'est qu'à partir plus ou moins de 10 hospitalisations sur une même année, en fait, vous pouvez être quasiment sûr que les patients ont un trouble de la personnalité borderline. Il ne faut plus vous poser la question du diagnostic. Je caricature un peu, hein, mais on n'est pas si éloigné de la réalité, hein. Donc, c'est des grands consommateurs de soins. Linéane, elle parle de heavy users, hein. Il y a des allers-retours à l'hôpital. Les patients sortent, 3 jours après, ils sont de nouveau suicidaires, ils reviennent et ça augmente en fait le nombre d'hospitalisations au cours de l'année. Et évidemment, les hospitalisations, enfin je dis évidemment, je ne sais pas si vous êtes au courant de cet aspect-là, les hospitalisations sont plutôt iatrogènes avec les troubles de la personnalité, mais des fois, comme on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, on a tendance quand même à les garder à l'hôpital parce qu'on a peur qu'ils se suicident. Donc le problème de la suicidalité, c'est un grand problème dans les troubles de la personnalité borderline et autres, hein, puisqu'on sait qu'il y a quand même 10% des patients qui décèdent de suicide, un patient sur 10. Donc en fait, il ne faudrait jamais s'habituer aux menaces suicidaires ou aux risques suicidaires, puisque c'est quelque chose qui est quand même tout le temps présent dans la clinique du trouble. C'est extrêmement élevé l'année après la sortie de l'hôpital.
Donc vous voyez bien que l'hôpital, même si on a essayé de mettre en place un traitement, ça va pas du tout diminuer le risque de suicidalité. Au contraire, parce que des fois, il y a un effet de solitude qui interviendra après la sortie de l'hôpital, ou le sentiment de vide, qui est un des critères du trouble, va augmenter après la sortie de l'hôpital. Donc c'est très élevé chez les patients qui n'ont pas de suivi thérapeutique. Donc ça va parler en faveur de soins ambulatoires intensifs, en tout cas présents. Et puis c'est encore plus élevé, mais ça on le sait maintenant pour ceux qui sont psychotraumatologues, c'est très élevé chez les patients qui ont subi des traumatismes infantiles. Et vous allez me dire pourquoi c'est important de traiter les automutilations, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de risque pour la vie. C'est important de les traiter parce que quand il y a des automutilations, il y a un risque, il y a une association élevée avec le risque de suicidalité. C'est comme si ce geste va augmenter le risque de passage à l'acte et augmenter la suicidalité. C'est comme un peu une autoroute. Une fois qu'on a fait un geste autodommageable, finalement, on augmente un petit peu le danger pour sa vie. Là, je vous ai pris une étude française. Je me suis dit que c'était bien pour Paris. Non, je trouve que ces chiffres, ils sont assez parlants parce que, si vous voulez, ça va distinguer et montrer le fait qu'avec les années, les hospitalisations sont de plus en plus, déjà de plus en plus fréquentes, mais surtout arrivent à un âge de plus en plus bas. C'est-à-dire que finalement, on voit que la population psychiatrique entre guillemets rajeunit, c'est pas une bonne nouvelle, mais on voit que le début de la maladie ou le début des crises suicidaires, en fait, arrive de plus en plus tôt dans la vie des jeunes. C'est la même chose en France et on voit que c'est plutôt présent chez les jeunes filles. Avant 20 ans, vous voyez, il y a quand même dans les patientes qui ont eu un diagnostic de trouble de la personnalité borderline, avant 20 ans, il y en a plus ou moins 1500 qui ont été hospitalisés sur une même année. Donc c'est quand même des chiffres, je trouve, assez inquiétants qui parlent en faveur de soins ambulatoires ciblés pour cette population-là. Alors là, il y a deux études qui vont aller dans le sens de montrer que c'est important d'avoir des soins manualisés, ciblés, qui traitent le trouble de la personnalité borderline, mais les autres troubles de la personnalité. Là, il y a 3 approches qui sont manualisées, validées, qui ont finalement été beaucoup, si vous voulez, étudiées avec beaucoup de chiffres. C'est à la fois la thérapie comportementale dialectique, c'est le rond rouge en bas, la thérapie centrée sur le transfert et puis la thérapie centrée sur la mentalisation. Les deux dernières que j'ai citées, je crois que vous allez avoir des cours en mars là-dessus. Et puis, il y en a une qui n'est pas encore citée, mais que Patrick va vous expliciter tout à l'heure, qui est un peu plus récente, mais qui est aussi validée. Mais là, on est dans les années, si vous voulez, 2000-2010. Et au fond, le propos de ce jour et puis du mois de mars, c'est de dire qu'il faut des soins manualisés, validés scientifiquement, parce que si on fait ce qu'on a l'habitude de faire, en gros, ça ne marche pas. C'est un peu ça le message du jour. Là, j'ai pris finalement la comparaison entre ce que je vous explique aujourd'hui et ce que mon collègue va vous expliquer tout à l'heure. On voit que pour le Good Psychiatric Management, c'est la ligne rouge, et puis la TCD, la ligne bleue. Donc Patrick en rouge, Patrick en rouge et moi en bleu, on va dire, pour faire simple. On voit que ces deux thérapies, en fait, elles sont les deux efficaces pour diminuer la suicidalité sur une durée de traitement de 12 mois. Par contre, pour les automutilations, la TCD montrerait, après c'est 2019, peut-être qu'il faut faire encore des études plus récentes, mais la TCD montrerait un tout petit peu plus d'efficacité. Pourquoi? Parce qu'elle est plus spécifique sur ces aspects-là. Ok, donc les 3 ou 4, on va rajouter le dernier que mon collègue va vous expliquer tout à l'heure. Si vous voulez, les 4 traitements validés scientifiquement pour les troubles de la personnalité, pas seulement le trouble borderline, c'est à la fois la thérapie centrée sur le transfert de Kernberg,
qui a démarré dans les années 60, la thérapie comportementale dialectique de Linehan dans les années 90, ensuite la thérapie sur la mentalisation de Bateman et Fognonaghi dans les années 2000, et puis la GPM dans les années environ 2014. Vous allez me dire la thérapie sur les schémas, le MDR, etc. Quid? Alors en fait, c'est des approches qui sont aussi évidemment efficaces, mais qui ne sont pas validées quand il y a une dysrégulation comportementale sévère. C'est-à-dire que quand les patients sont agissants, quand ils ont des idées suicidaires très importantes, des automutilations, une très très grande impulsivité, en fait la thérapie des schémas n'est pas efficace, le MDR n'est pas efficace parce qu'il faut tout d'abord faire cette fameuse phase de stabilisation qui prend pas mal de temps, et la TCD ou les autres traitements ici seraient beaucoup plus efficaces. Donc on voit bien qu'avec les patients en psychiatrie publique, très agissants, il vaut mieux faire ces 4 traitements-là. Et après, évidemment, une fois qu'ils sont plus stabilisés, il faut passer à autre chose parce que le traitement n'est pas du tout fini, hein. Malheureusement, il n'y a pas de photo de Gunderson Patrick, je suis désolée. Voilà, mais vous allez en avoir tout à l'heure, hein. Par rapport à la médication, il n'y a pas de médicament pour les troubles de la personnalité, sinon ça se saurait, hein. Par contre, il y a des médications pour les comorbidités, donc ça c'est extrêmement important. Je ne vais pas parler aujourd'hui en détail du diagnostic, hein, ce n'était pas le but du propos, mais c'est extrêmement important de passer du temps sur l'évaluation diagnostique et de traiter les comorbidités. C'est-à-dire que s'il y a un TDAH, s'il y a un état dépressif, un trouble anxieux, il faut absolument traiter les comorbidités, sinon ça va être très compliqué de prendre en soin le trouble de la personnalité, mais il n'y a pas de médicament pour le trouble de personnalité. Donc vous allez voir des patients qui ont 5, 6, 20 molécules, non ça j'exagère un petit peu, mais qui ont beaucoup de molécules et au final on ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'on traite ou ce qu'on traite. Donc souvent il faut faire un peu de l'ordre dans ces molécules et aussi dans le diagnostic, hein. Je finirai par 2 méta-analyses qui, j'espère, vous convaincront de la TCD. Donc ça, c'est une première méta-analyse de 2018 qui passe en revue, si vous voulez, tous les traitements du trouble de la personnalité borderline. Et puis, dans cette étude, vraiment, on peut constater que la TCD a un effet à 3 niveaux d'efficacité. Le premier, c'est que ça va avoir un effet sur la majorité des symptômes du trouble. Donc après 1 année de traitement, il y a une diminution de la symptomatologie du trouble. Il y aura un effet, alors ça c'est je dirais la tarte à la crème de la TCD, hein. Il y a un très très grand effet sur les automutilations. C'est la thérapie qui est le plus efficace pour les automutilations. Et puis, dernier point, il y a une efficacité au niveau de l'amélioration du fonctionnement psychosocial, puisque la TCD va travailler sur la reprise d'activité professionnelle ou la reprise d'études du patient, l'autonomie du patient, ça fait partie du traitement, hein. Donc on vise aussi une amélioration du fonctionnement psychosocial. Ce n'est pas seulement une psychothérapie, on va dire, abstraite sur les troubles, c'est aussi sur la qualité de vie et l'intégration socio-professionnelle des patients ou des jeunes patients. Bon, il y a un point que je n'ai pas nommé, mais qui est aussi important, c'est que la TCD, elle a été aussi manualisée, mais j'y viendrai tout à l'heure. Elle a été manualisée pour diminuer les drop-out, hein, parce qu'on sait qu'avec les patients borderline, le plus difficile, c'est de les garder en thérapie. Et la TCD, elle a vraiment été développée pour que votre patient il reste avec vous sur l'année de suivi. Pas qu'après 2, 3 séances ou 10 séances, il se décourage et qu'il change de thérapeute, hein. On sait que souvent, quand on voit des patients troubles de la personnalité, ils ont déjà vu au moins 10 psys. Et puis vous êtes le 11e sur la liste. Donc là, dans la TCD, le but, c'est que le patient il reste en soins. Pour la TCD au niveau de l'adolescent, on sait que ça, c'est un des développements aussi de la TCD. Donc, on sait quoi sur la TCD et les adolescents? L'adaptation de la TCD a aussi montré une efficacité, hein, pour les comportements autodommageables, suicidaires ou parasuicidaires. Avec l'adolescent, on peut parler soit de troubles de la personnalité, mais on parle aussi d'adolescents suicidaires sans qu'il y ait forcément un diagnostic du trouble, hein.
Il y a aussi une diminution de l'idéation suicidaire, pardon. Et puis on sait que la TCD, elle sera significativement plus efficace par rapport à une thérapie dite habituelle. Voilà, ça c'était pour ma petite introduction sur finalement un peu l'état des lieux de la situation actuelle sur les troubles de la personnalité. Maintenant sur le diagnostic, je ne vais pas reprendre tous les critères du trouble, mais plutôt la façon dont Marshall Linehan a conceptualisé. Ah, merci beaucoup. J'ai presque l'impression d'être au ski, là, tu verras. Par rapport au diagnostic, comment en fait il a été, si vous voulez, conceptualisé dans la thérapie comportementale dialectique. L'idée, c'est de reprendre tous les critères du trouble. Et Linehan, elle s'est dit, mais au fond, ce qui est commun à tous ces fameux 9 critères, hein, si on prend le DSM-5, c'est le problème de la dysrégulation des émotions. En fait, finalement, si on résume avec d'autres termes le diagnostic du trouble de la personnalité borderline, on pourrait dire que c'est un trouble de la régulation des émotions. Et en considérant les choses de cette façon-là, ça va expliquer tous les symptômes du trouble. Donc ça, c'est, je pense, un point très important à souligner parce que ça va vous simplifier beaucoup la compréhension du trouble de la personnalité. Aussi de la personnalité antisociale, hein, et également de la personnalité, peut-être un peu moins la personnalité narcissique, mais en tout cas antisociale, c'est vraiment la même conceptualisation. Hein. D'ailleurs, peut-être que dans quelques années, on parlera plutôt d'un trouble de la régulation des émotions et plus du tout d'un trouble de la personnalité borderline qui est assez stigmatisant. Hein. Ok, donc au centre, si vous voulez, de la compréhension du trouble, on a cette notion de dysrégulation des émotions. C'est quoi la dysrégulation des émotions? C'est la difficulté à gérer finalement ses propres émotions. Hein, dans toutes les situations, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais dans toutes les situations de la vie, eh bien, l'individu va devoir s'adapter à certains stimulus qui peuvent être plus ou moins problématiques. Hein. Et quand on a un trouble de la personnalité, on a de la difficulté à s'adapter et à gérer certaines émotions. Gérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les émotions, elles vont prendre des proportions extrêmement importantes qui vont empêcher, par exemple, ma manière de réfléchir. Si je suis extrêmement stressée ou extrêmement en colère, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir beaucoup de peine à suivre ce cours. Ou bien je vais être complètement prise par la situation qui m'énerve et je n'arriverai plus à réfléchir. Donc le problème de la perturbation émotionnelle va entraîner des perturbations dans beaucoup d'autres sphères. La sphère émotionnelle, justement. Et là, vous voyez sur la petite bulle un tout petit peu grisée, ou en tout cas pas en gras. Ça, c'est les critères du DSM-5. Et Linehan, elle a parlé, pour résumer cette sphère, de dysrégulation émotionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu de se compliquer la vie hein, en disant le patient il a un problème à gérer la colère ou bien il a tendance à être dans l'hétéroagressivité, ben, il faut simplement se dire qu'il a un problème de dysrégulation émotionnelle qui vient de ce problème de base de perturbation du système de régulation des émotions. Ça va? Facile. Deuxième dysrégulation interpersonnelle. Quand on a un problème, je me répète un peu, hein, mais c'est important que vous compreniez bien les choses, quand on a un problème dans le système de régulation des émotions, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va avoir des problèmes interpersonnels. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, si je suis très énervée par ce que m'a dit un collègue tout à l'heure au colloque, eh bien, je vais avoir un risque de me fâcher avec d'autres collègues ou de me fâcher avec mon conjoint le soir parce que je vais être très énervée. Donc en fait, la dysrégulation émotionnelle, elle va avoir un impact sur mes relations. Soit dans le sens, si vous voulez, extrême, je vais m'énerver avec les autres, soit dans un sens plutôt en dessous, c'est-à-dire que je vais éviter les situations sociales et par exemple, je vais rester chez moi pendant une semaine et je ne vais plus vouloir parler à personne.
Ça, c'est un peu deux extrêmes, hein, deux manifestations, deux types de comportements qui pourraient arriver. Donc la régulation des émotions, elle a aussi un impact sur les relations. Et de bien se dire que ça vient de cette perturbation émotionnelle. Et là, en dessous, vous voyez les critères du DSM-5. Peur de l'abandon, relation chaotique. C'est toujours, si vous voulez, motivé par une perturbation dans la régulation des émotions. Je ne reçois pas de SMS. Je vous donne un peu des petits exemples cliniques, hein. Mon compagnon ou mon collègue n'a pas répondu à mon message, ça m'énerve. De toute façon, je sais très bien que c'est parce qu'il me déteste. Donc là, on a le critère peur de l'abandon. C'est toujours comme ça avec moi, il fait jamais ça avec les autres. Et puis après, vous voyez, il y a un enchaînement comme ça des pensées qui vont arriver. Mais on voit très bien le onset, comme on dit, hein, c'est le problème de régulation des émotions qui vont entraîner ces autres sphères. Dysrégulation comportementale, c'est ça qui va nous poser le plus de problèmes, hein, dans les dias précédentes avec tous les fameux comportements parasuicidaires. Quand j'ai un problème de régulation des émotions, j'en ai tellement marre que qu'est-ce que je fais au niveau comportemental? Par exemple, je m'automutile, par exemple, j'ai envie de sauter d'un pont, je consomme de l'alcool, je prends ma voiture et je conduis de manière excessive, je consomme de la cocaïne. Enfin là, il y a tous les comportements autodommageables, comme on parle de ça dans cette approche-là, qui vont arriver. Donc là, on a une dysrégulation en termes de comportement. Je renverse tout ce qu'il y a sur la table, etc., etc. Et vous voyez les critères en dessous, c'est impulsivité, comportement autodommageable. Point assez intéressant, c'est que quand on se fâche ou quand on est triste, ou etc., quand il y a une dysrégulation émotionnelle, on a beaucoup plus de peine à réfléchir. Et du coup, on dit des fois, oui, le patient est complètement persécuté, il n'a pas envie d'être dans ce lieu de soins, il met les pieds au mur, etc. Mais souvenez-vous que ça vient de cette dysrégulation émotionnelle. Si j'ai extrêmement peur parce que les précédentes hospitalisations se sont mal passées, forcément je vais être persécutée parce que ça va réactiver de la peur et je vais avoir de la peine à comprendre pourquoi je suis là, ce qu'on me dit. Quand on est extrêmement stressé, on ne comprend pas la moitié de ce que disent les gens en face de nous, hein. Si vous venez de subir un accident de voiture et puis que le policier vient vous parler, vous allez avoir de la peine à écouter ce qu'il vous dit. Pour les patients borderline, ça va être exactement la même chose. Et du coup, de fait, en clinique, dans l'entretien thérapeutique, ça se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que les patients, même dans une séance qui a l'air de bien se passer, ne vont pas retenir, ne vont pas vraiment comprendre tout ce que vous leur dites, parce que même une simple séance de psychothérapie va être stressante pour ces patients-là. Et je rajoute une petite couche de complexité, ça ne se voit pas. Parce qu'ils ont appris à ne pas montrer les émotions, on le verra tout à l'heure. Donc en fait, vous avez l'impression que le patient gère très bien la séance en face de vous, alors qu'en fait, il est en train de se liquéfier sur votre fauteuil et il ne va pas écouter la moitié de ce que vous dites. Et à la fin de la séance, il va vous dire j'ai envie de me suicider, c'était horrible. Puis vous vous dites mais c'est pas possible, c'était une super séance. Puis il y a un décalage comme ça qui arrive. Ça va ? Donc de bien se souvenir que la dysrégulation cognitive ou la difficulté à comprendre ce qui est en train de se passer vient toujours de ce problème de régulation des émotions. Donc c'est simple, hein, tout vient du problème de régulation des émotions. Enfin, je dis exprès c'est simple pour bien se dire qu'en tant que clinicien, on peut tout expliquer, quasiment tout, par le problème dans la régulation des émotions. Linéane, elle dit que les patients borderline ou les patients troubles de la personnalité, c'est comme s'ils étaient brûlés au 3e degré. Donc ils sont tout le temps à vif et tout le temps activés émotionnellement. Tous les stimulus de la vie sont difficiles. Le retard d'un collègue, le fait qu'il fait froid dans une salle, le fait qu'on ne me répond pas au téléphone, tout est des signes, si vous voulez, de perturbations, mais ça ne va pas être des perturbations qui vont être gérées dans le quotidien, ça va prendre des proportions extrêmement conséquentes. Dysrégulation du sens de soi, c'est la dernière dysrégulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand mon système de régulation émotionnelle est activé, je vais avoir beaucoup de difficultés à savoir ce que je veux dans la vie,
qui je suis, pourquoi je suis là, ce que je veux faire, si je préfère le rouge, si je préfère telle musique. Et la perturbation du sens de soi, ça va toucher toutes les sphères. Et avec les jeunes patients, le plus difficile, c'est évidemment à la fois la sphère identitaire, mais aussi la sphère professionnelle. Je ne sais pas dans quelle filière je veux me lancer. Et quand je commence une filière, évidemment, comme c'est un peu difficile, eh bien, j'ai tendance à arrêter, à recommencer autre chose, etc., parce que j'arrive pas du tout à me déterminer. Il y a à la fois, évidemment, l'adolescence qui joue un rôle dans le problème, dans la définition identitaire, mais avec les troubles de la personnalité, c'est exacerbé. Parce qu'en fait, je suis influencée par autrui, et si, par exemple, mon collègue me dit « Ah, mais tu devrais venir faire tel cours », je vais penser que ça peut être intéressant parce que ça va m'activer au niveau émotionnel, mais 2 jours après, je vais trouver que c'est vraiment inintéressant, etc. Et je passe d'une filière à l'autre. Voilà, j'en ai terminé avec l'introduction. Je vais passer maintenant au fondement de la thérapie comportementale dialectique. Maintenant, avec tout ce que vous avez eu en tête, le diagnostic, les difficultés de conceptualisation, en fait, Linéane, qui est une psychologue qui a maintenant environ 80 ans, en fait, elle s'est dit dans les années 90, mais au fond, comment faire pour prendre en soin ces patients-là au mieux, puisque la TCC classique, l'approche systémique, la psychanalyse, etc., n'avaient pas vraiment montré des preuves. Ce qu'elle a expliqué maintenant, c'est qu'elle-même a souffert d'un trouble de la personnalité borderline très sévère, qu'elle a été hospitalisée en psychiatrie, en chambre de soins fermée, et qu'à la sortir de ces hospitalisations, elle s'est vraiment pris à cœur de vouloir développer un soin efficace. Donc effectivement, dans les années 80, c'est ma suicitude qui revient, je m'excuse, dans les années 80, en fait, voilà, on faisait soit de la TCC classique, soit d'autres approches. Et les difficultés qui sont encore actuellement présentes dans certains lieux de soins, c'est la première difficulté, le point 1, c'est finalement le drop-out. Les patients commencent le suivi et au bout de quelques séances ou même au bout d'une année de thérapie, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de changement. Dans les difficultés, il n'y a pas d'amélioration du trouble. Les patients se découragent et je rajouterai aussi les soignants se découragent. Arrêt du suivi et suivi suivant. Donc, grand consommateur de soins. Et si vous avez de la chance, c'est ambulatoire. Sinon, ça devient des patients qui sont de plus en plus hospitalisés et avec lesquels on ne sait plus quoi faire, on n'arrive plus à les sortir de l'hôpital, etc. Deuxième grande difficulté avec ces patients-là, c'est le nombre important de problèmes à traiter dans une même séance. Ça, je pense que vous êtes toutes confrontées à ces difficultés-là. Il y a à la fois des problèmes financiers, des problèmes de suicidalité, des problèmes avec le conjoint, des problèmes avec les enfants, la mère, le service social, le logement, la justice, etc. Et finalement, en tant que soignant, on ne sait plus très bien comment gérer ce chaos. On essaye de prendre un problème, mais la semaine suivante, c'est un autre problème qui arrive, etc. Et on est un peu dépassé, si vous voulez, par les différentes problématiques qui ont l'air d'être toutes urgentes. Parce que c'est des patients qui sont dans une urgence continuelle, souvenez-vous, due à la dysrégulation émotionnelle. Si vous êtes tout le temps à 10 sur 10 de colère et d'anxiété, tout paraît urgent. Tout est au même niveau. Donc la conséquence sur la pratique clinique, Linéane, elle l'a conceptualisée comme ça serait d'équilibrer des stratégies qui seraient à la fois de changement, puisqu'il faut quand même que certaines choses changent dans la vie du patient, avec des stratégies de l'ordre d'acceptation pour que les patients, je développerai ça tout à l'heure, restent dans le soin et ne se sentent pas, si vous voulez, trop poussés par les thérapeutes ou incompris par rapport aux différents problèmes à traiter. Donc ça, c'est une notion très nouvelle par rapport aux autres approches, la notion de la dialectique. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Deuxième grande nouveauté par rapport aux approches avant, on va dire, 80-90, c'est la structure dans la thérapie. Et maintenant, dans les années 2020-25, maintenant, plus le patient est malade, plus c'est important de structurer le soin. Sinon, vous allez vous perdre finalement dans des méandres de difficultés qui vont être très compliqués à organiser.
Donc il y a un protocole à suivre. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais finalement, c'est aussi une aide pour le thérapeute, hein. Il faut suivre le protocole et ça va beaucoup vous aider dans le soin à ces patients-là. Donc, voyez, on va passer d'une vision extrêmement complexe, hein, autour des patients. D'ailleurs, vous le voyez dans les colloques d'équipe, hein, tout le monde a une autre vision, une autre compréhension du trouble. Tout le monde pense qu'il faut plutôt traiter les problèmes interpersonnels ou alors la suicidalité, etc. Et avec la TCD, on va passer à une vision beaucoup plus structurée, claire sur les problèmes à traiter. Quelle est la prise en soin optimale du trouble? Donc ça, c'est le schéma finalement simplifié de la TCD qui va illustrer finalement les différents ingrédients de cette approche. D'un côté, donc c'est censé être plus ou moins une balance, hein, ce qu'il y a là au milieu. Donc d'un côté, vous avez à la fois l'approche comportementale, qui est un des ingrédients fondamentaux de la TCD, puisqu'on va se centrer sur les problèmes comportementaux, hein, la dysrégulation comportementale qui est présentée par le patient. C'est un des points de l'approche. Mais d'un autre côté, il y a aussi une pratique zen, ou en tout cas des notions de la validation, des notions de la pleine conscience, de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Et au milieu, il y a cette fameuse dialectique qui est là pour équilibrer les opposés. Ça, c'est les 3 ingrédients de l'approche comportementale dialectique. Vous voyez, c'est assez nouveau, hein, on est dans les années 85-90. Donc la pratique zen, hein, maintenant c'est bien connu, le mindfulness, mais dans les années 90, ça paraissait un peu gourou. Comme ça, elle parlait de faire de la méditation. Tout le monde se demandait ce que c'était. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus ancré dans les mœurs. Donc, l'approche comportementale dialectique, elle va être centrée à la fois sur des techniques de l'ordre du changement, puisqu'il faut bien, le message, c'est il faut bien qu'il y ait une amélioration de certains comportements, hein, que le patient puisse accéder à un autre niveau dans sa vie, régler certains troubles du comportement. Par exemple, pour faire simple, qu'il n'y ait plus du tout d'automutilation, qu'il n'y ait plus d'idées suicidaires. Si vous voulez, ça va dans le sens de diminuer l'impulsivité. Sinon, la thérapie est inefficace. Mais d'un autre côté, il faut travailler l'acceptation de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qui ne pourront pas être changées, qui doivent faire partie en fait de la trajectoire du patient, comme par exemple les agressions sexuelles, un environnement maltraitant. Ben ça, c'est des choses des éléments qui ne pourront pas être modifiés. Donc la dialectique, c'est ça, hein, c'est intégrer des opposés dans la vie du patient, et le thérapeute va, durant toutes les séances, jongler entre ces éléments et ces techniques d'entretien assez opposées. Vous allez mieux comprendre. Donc l'approche comportementale, je ne sais pas si Paris c'est très comportementaliste, hein, je ne m'en rends pas très bien compte. De plus en plus. Comme ça. Comme ci, comme ça. Donc l'approche comportementale, c'est vrai que la TCD, elle est très centrée sur, si vous voulez, l'analyse du comportement. Puis pourquoi c'est important de se centrer sur le comportement? Parce qu'en fait, avec des patients très dysrégulés au niveau émotionnel, au fond, l'accès aux pensées, aux cognitions, l'accès aux émotions, hein, de fait, est très difficile. Tandis que de voir que je m'automutile ou que j'ai envie de me suicider, c'est beaucoup plus évident. Donc la modification comportementale, elle est plus facile avec des patients qui ont des sévérités importantes que si vous allez dans des finesses psychothérapeutiques. C'est pour ça qu'elle a déterminé le point d'entrée de la thérapie comme la modification du comportement. Ça va? Donc l'approche comportementale, le but, c'est pas de vous définir ce que c'est l'approche comportementale, mais c'est important de travailler avec le patient sur la définition de ses comportements problèmes. Un comportement problème, c'est quoi? C'est par exemple justement une automutilation, le fait que, par exemple, moi j'ai un patient qui prend beaucoup de cocaïne et qui va se promener sur des toits, hein, d'immeubles. Ça, c'est un exemple de comportement problème. Ou consommer de l'alcool et puis après envoyer des SMS à sa copine, par exemple. Ça, c'est des exemples de comportement. Donc la première conceptualisation de cette approche, c'est de définir avec le patient les comportements problèmes. Voyez, on ne va pas travailler sur ces schémas, c'est la grande différence, hein. On va travailler sur la définition des comportements.
Et au fond, si vous voulez, je passe un tout petit peu, hein, l'intérêt de l'approche comportementale, c'est de définir des objectifs de travail. Le but, par exemple, c'est de remplacer les automutilations par un autre comportement fonctionnel qui serait de faire, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire, de jouer au Tetris au lieu de m'automutiler. C'est un peu une caricature, hein, mais l'idée, c'est de remplacer des comportements dysfonctionnels par des comportements fonctionnels. Au lieu de m'automutiler, je vais essayer de parler avec mon conjoint. Au lieu de consommer de l'alcool, eh bien, je vais essayer de résoudre des problèmes éducatifs avec mes enfants. Donc, l'intérêt de l'approche comportementale, c'est de définir des objectifs de travail. Dans une relation collaborative, on part du principe que le patient connaît mieux ses problèmes que le thérapeute, hein. Nous, on est là un peu pour le coacher, on dit dans la TCD, hein. Et à la fin, au fond, il y a une formulation d'un contrat que je vais vous présenter tout à l'heure, hein. En TCD, on travaille avec un contrat de travail, ça paraît comme ça un peu austère, mais le contrat, finalement, c'est quoi l'intérêt d'un contrat? C'est que les deux parties sont d'accord avec les objectifs de travail. Quand vous achetez une nouvelle voiture, vous allez être au courant de toutes les clauses et de tous les risques de l'achat que vous allez faire. En TCD, c'est la même chose. Je sais que la thérapie va comprendre tel et tel aspect. Il n'y a pas de surprise. Et il y a aussi des clauses pour les questions de rupture de contrat, hein. J'en parlerai tout à l'heure. La pratique zen, c'est le deuxième ingrédient de la TCD. C'est vraiment le travail autour de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, de la régulation des émotions au moment où elles arrivent. Les patients borderline ou les troubles de la personnalité ont tendance à éviter les situations difficiles, hein, et à réguler leurs émotions par l'évitement. Je ressens beaucoup de colère ou je ressens beaucoup de tristesse, je vais boire un verre de vin et puis je me finis la bouteille. L'acceptation de la réalité, c'est comment survivre à une réalité difficile. Et là, en thérapie comportementale dialectique, il y a beaucoup d'exercices qui travaillent l'acceptation de la réalité. Dernier ingrédient dans la TCD, c'est la fameuse dialectique. La fameuse dialectique, c'est l'intégration entre des opposés. Je veux vivre et je veux mourir. Ça, c'est un très bon exemple pour les troubles de la personnalité borderline, hein. Les patients qui sont dans vos séances, hein, qui vous parlent de deux opposés. Je déteste mon conjoint, j'ai envie de le quitter, mais en même temps, je ne peux pas le quitter. J'ai plus envie de faire cette thérapie, mais en même temps, j'ai pas envie que vous partiez en vacances. Donc on dit, dans le langage commun, le patient est ambivalent. En fait, c'est pas vraiment de l'ambivalence, hein. C'est plutôt des extrêmes qui sont guidés par des émotions intenses. Donc dans la dialectique, on va intégrer ces opposés et puis nommer, si vous voulez, des parties opposées d'une même réalité. En dialectique, les opposés sont acceptés. J'ai envie de suivre ce cours, mais en même temps, j'ai beaucoup de travail administratif à faire. Donc, comment est-ce que je gère ces deux opposés, hein? J'ai envie de prendre des vacances, mais en même temps, je sais bien que ça serait problématique pour mes collègues. Intégration des opposés. Quand on n'a pas un trouble de la personnalité, on arrive à intégrer les opposés, en tout cas autant que faire se peut. Quand on a un trouble de la personnalité, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on choisit un des opposés, et puis du coup, eh ben, la réalité, elle est en constante perturbation, parce que je vais quitter mon travail, ou alors je vais quitter mon conjoint, et puis il n'y a pas du tout, si vous voulez, de réflexion sur comment je pourrais faire avec deux contradictions. L'être humain est contradictoire, hein, c'est ce qu'on dit dans cette approche-là. Nous aussi, en tant que thérapeute, hein. Donc, dans la dialectique, ça va être de passer d'une vision blanc ou noir, non pas à une vision grise, hein. C'est pas de faire un espèce de nuancier comme ça, mais c'est plutôt, vous savez, le fameux yin et yang, hein, c'est qu'il y a à la fois du blanc et à la fois du noir. Moi, j'ai une patiente récemment qui m'a dit Madame Guenot, je veux bien faire votre programme, mais vous saurez que en Suisse, on a Exit, hein, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est le suicide assisté. Donc elle m'a dit, je fais votre programme de thérapie, mais vous saurez que je me suis aussi inscrit au programme de suicide assisté, hein. Donc ça, c'est un bon exemple, vous voyez, d'opposer. Alors du coup, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
L'intégration des opposés, c'est oui, vous allez faire cette thérapie, mais moi, je vais évidemment pas travailler avec vous sur le suicide assisté et ça dénote que vous avez des idées suicidaires, mais c'est OK parce qu'on va les travailler en thérapie. Il ne faut pas être effrayé. Heureusement, la patiente a nommé ça et ça, c'est un bon exemple d'opposé. On viendra aux questions après. Hein. Donc, passer d'une vision... Ça, c'est un bon exemple, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on voit bien les extrêmes avec les troubles de la personnalité qui sont toujours un peu des surprises pour le thérapeute. Hein. Ce n'est pas des petits nuanciers, hein, c'est chaque fois des positions complètement exagérées, j'ai envie de dire. Hein. Autre exemple de dialectique, d'arriver à ce que le patient comprenne que la réalité est complexe, que la réalité n'est pas une simplification de succession d'états. Hein. Je suis en thérapie, mais en même temps, ça a des conséquences peut-être sur mes enfants, ça a des conséquences sur mon travail. Si je suis là, c'est aussi parce que j'ai vécu des événements difficiles dans ma vie, etc. La réalité n'est pas simple et la vie n'est pas simple. Les patients troubles de la personnalité ont tendance à simplifier les choses. Tout est de ma faute. Ou alors je suis là parce que j'ai eu une vie tellement difficile et je suis une victime de cette situation. La réalité est beaucoup plus compliquée que ça et au travers de la thérapie, on va essayer, si vous voulez, de montrer la complexité. Si la vie était si simple, ça se saurait. Hein. Beaucoup de choses à prendre en compte. Hein. On peut faire un travail qui nous intéresse beaucoup, mais avoir peut-être un salaire pas suffisant, mais en même temps, on doit éduquer ses enfants. Vous voyez, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Quand on a un trouble de la personnalité, on a tendance à simplifier les choses et à prendre des décisions trop hâtives, par exemple. Le changement est continuel, le changement est perpétuel. C'est des patients qui ont beaucoup de peine à s'adapter au changement. Par exemple, mon thérapeute est malade, c'est insupportable, j'ai envie d'arrêter la thérapie. De toute façon, je le savais, c'est toujours sur moi que ça tombe. Hein. Alors que le changement est en continu. Évidemment, on est engagé pour une thérapie, mais il se peut qu'un jour, il y ait une absence et c'est aussi OK, ça fait partie de la vie. Et puis passer d'une vision auto versus hétérocentrée, soit je suis entièrement responsable, soit c'est les autres qui sont la cause de tous mes problèmes. Ça, on le voit bien chez les patients avec troubles de la personnalité antisociale. Hein. Et dans la dialectique, c'est arriver à une intégration des deux. J'ai une part de responsabilité, mais l'autre aussi. On est autour d'une même réalité avec chacun des comportements qui vont avoir une influence sur l'autre. La façon dont je donne le cours aujourd'hui est influencée par le fait de peut-être que vous froncez les sourcils ou au contraire vous souriez, ça va avoir un impact sur le cours. Ça, c'est vraiment la dernière dialectique, hein, puisque on dit que tout est transactionnel. Ça, c'est la dialectique, ça veut dire qu'il y a une adaptation entre des réalités ou des interactions. La façon dont vous vous comportez avec un patient, si vous le trouvez sympathique puis qu'il est très renforçant avec vous, vous allez peut-être plus vous investir qu'un patient qui est un peu fermé. Ça va ? L'intérêt de l'approche dialectique, c'est de dire qu'on va sortir de cette vision un peu figée, un peu rigide. Hein. J'arrête la thérapie ou au contraire, je m'investis à fond dans la thérapie. Ça va être de travailler avec le patient sur l'intégration de ses opposés. Exemple, en début de thérapie, de toute façon, nous, on a pratiquement une année d'attente pour la thérapie ambulatoire. Donc, les patients arrivent, ils sont ultra motivés. Donc, on leur dit, mais vous êtes sûr que vraiment cette thérapie est faite pour vous? Oui, bien sûr, je veux à fond ce traitement, je suis complètement convaincue. Donc, quand on utilise la dialectique, on va nuancer la motivation. Hein. Parce qu'au contraire, il y a des patients qui vont dire, ouais, je viens là, mais vous savez, c'est ma femme qui veut que je vienne. Et du coup, la dialectique, elle permet de nuancer ces deux opposés. Peut-être que vous êtes là et peut-être que vous êtes très motivé, mais peut-être que dans quelques séances, ça sera très difficile de continuer cette thérapie. Comment c'est ça pour vous? Etc. Oui, ça, c'est l'effet de la dialectique. Hein. On va toujours jongler avec ces deux opposés dans les séances. OK. La dysrégulation émotionnelle... Donc ça, vous en avez entendu parler dans les précédentes conférences, un petit peu. La dysrégulation émotionnelle dans les années 90 est ce qu'on appelle la théorie biosociale. D'ailleurs, c'est ce qui va être expliqué aux patients. Hein.
Ce que je vous explique maintenant, on l'explique aux patients dans les séances. Au début, c'était vraiment une hypothèse de travail qui est maintenant validée au niveau scientifique, hein, même à l'aide d'IRM. On sait qu'il y a cette dysrégulation émotionnelle qui est très présente dans le trouble de la personnalité, mais qui va entrer en interaction avec un environnement invalidant. Et l'environnement invalidant, donc vous voyez en haut, il y a le problème de dysrégulation émotionnelle. Et l'environnement invalidant va avoir une influence sur la dysrégulation émotionnelle. Et en dessous, vous avez ce fameux problème de perturbation dans la dysrégulation des émotions qui est le diagnostic du trouble de la personnalité. Donc en fait, si on a seulement un petit problème de dysrégulation dans le système biologique de régulation des émotions, ça ne suffit pas pour développer un trouble de la personnalité. Vous savez, c'est tout le thème de l'hypersensibilité hein, qui est très à la mode aujourd'hui. On peut être hypersensible, mais on n'a pas forcément un trouble de la personnalité borderline ou un trouble de la personnalité parce qu'il faut en plus, le deuxième ingrédient, c'est qu'il faut être éduqué ou être élevé dans un environnement qu'on va dire être un environnement invalidant. L'environnement invalidant, c'est l'environnement insécure, voire traumatisant, qui va aggraver le problème de régulation des émotions. Donc, mon premier point, hein, le problème de régulation des émotions, en fait, on peut le résumer avec cette fameuse courbe qu'on présente aux patients dans la thérapie. Hein. Ça, c'est la courbe qui serait présente dès la naissance. Hein. Il y a des études qui montrent que c'est déjà présent in utero, hein, avec cette hypersensibilité dans la régulation des émotions. Donc, cette courbe, elle a 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est une sensibilité très élevée. Hein, je suis quelqu'un d'hypersensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je réagis très vite, ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, aux émotions, aux stimulus. Pardon. Deuxième caractéristique, vous voyez la sensibilité, la courbe en vert. Hein, pardon. La courbe en vert, c'est un individu qui n'aurait pas de problème de régulation des émotions. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il a déjà un seuil qui est plus élevé, il réagit moins vite aux émotions, tandis que la courbe bleue, il est déjà beaucoup plus sensible. Hein. Deuxième caractéristique, il y a une réactivité élevée, c'est-à-dire que la courbe, elle va prendre d'importantes proportions, hein, même au moindre stimulus. Tandis que la courbe verte, ben, vous avez vu, elle est beaucoup plus basse. Et puis, troisième caractéristique qui n'est pas des moindres, c'est que finalement, cette courbe, elle va durer très longtemps dans le temps. Le problème de ça, c'est quoi? C'est que le patient se régule au niveau du timing de manière beaucoup plus lente et ça peut prendre des heures jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau un état émotionnel proche de zéro, entre guillemets. Hein. Et dans la journée, ben, on sait très bien qu'on rencontre différents états émotionnels, qu'il y a d'autres stimulus qui arrivent et ça déclenche une deuxième courbe. Je me lève le matin, je suis fâchée, je vois mon voisin, ça m'énerve encore plus, il ne m'a pas dit bonjour dans le métro. Ensuite, j'arrive au travail, excellent, il y a des croissants, ça me met en joie. Mais ensuite, je lis un mail, j'étais sûre, ça m'énerve de nouveau. Donc, en fait, la courbe émotionnelle, elle n'est jamais, si vous voulez, proche de zéro. Et ça, c'est une grande difficulté pour ces patients-là. Et le rouge, c'est les célèbres comportements autodommageables, c'est-à-dire les automutilations, les idées suicidaires, le cannabis, l'alcool, tout ce que vous voulez, qui vont réguler les émotions. C'est pour ça que quand il y a eu une automutilation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'état émotionnel est de nouveau tout à fait supportable. D'accord? Donc, on veut des fois hospitaliser des patients après une automutilation, mais en fait, ça ne sert à rien du tout parce que l'état émotionnel est de nouveau tout à fait gérable. Hein. C'est une manière de réguler les émotions que d'avoir accès à une automutilation. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de changer ces comportements autodommageables parce qu'ils ont une efficacité. Hein, pour les comportementalistes dans la salle, on dit qu'il y a un renforcement. Ça va renforcer, hein, c'est comme de fumer, ça va renforcer par exemple le fait que vous allez être plus détendu, etc. Les automutilations vont renforcer le fait qu'il y a une diminution, une régulation de l'émotion. Ça, c'est un petit exemple de courbe qu'une patiente avait remplie. On voit que durant la journée, la tension émotionnelle, hein, les patients ils disent « je suis fatigué, je suis angoissé, je suis hyper tendu hein. ». Ils nomment rarement au début du suivi les émotions. Ça, c'est un exemple de courbe émotionnelle.
Et puis le fameux environnement invalidant, en fait, a 3 caractéristiques principales. Je passe un peu là-dessus parce que vous avez déjà beaucoup discuté, hein, finalement, de l'attachement et de comment ça se passe au niveau de la psychotraumatologie. L'environnement invalidant est un environnement qui ne va pas valider, qui ne va pas comprendre les émotions de l'enfant, et il présente 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est un environnement, outre les abus sexuels et les maltraitances physiques, hein, évidemment, c'est un environnement qui a tendance à rejeter la communication des expériences personnelles. Exemple, l'enfant qui arrive de l'école très content parce qu'il est invité à un anniversaire et les parents lui disent « Ah mais ça m'intéresse pas du tout, qu'est-ce qu'on s'en fiche, viens m'aider à préparer le repas ». Ou bien l'enfant qui pleure parce qu'il a eu des difficultés à l'école. Ah, tu vas pas commencer à pleurer pour ça. Tu devrais être fort, etc., etc. Et l'environnement invalidant, ce qui est très important, c'est que c'est un environnement qui va insidieusement, hein, au fil des mois et au fil des années, petit à petit, induire une mauvaise compréhension des émotions de l'enfant qui va commencer à douter de ses propres expériences émotionnelles jusqu'à ne plus vraiment savoir c'est-à-dire, est-ce que ce qu'il ressent, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, est-ce que j'ai raison de ressentir ça, est-ce que je devrais plutôt le cacher, parce que de toute façon, c'est la deuxième caractéristique, de toute façon, par moment, quand je montre mes émotions, je suis punie. Hein, il y avait un patient qui racontait que lui, quand il pleurait, eh ben, ses parents le giflaient, comme ça il avait une bonne raison de pleurer. Ça, vous avez tous entendu des patients qui racontent ça. Donc, punir l'étalage émotionnel, eh ben, l'enfant va apprendre quoi? À ne pas montrer les émotions. Et là, je fais le lien à ce que je vous ai dit au début. Le patient en thérapie ne va pas montrer ses émotions parce qu'il ne sait pas très bien comment le thérapeute va accueillir ses émotions, hein. Donc, il n'y a pas du tout d'expression émotionnelle par les patients dans les suivis thérapeutiques. Et nous, on va se fier au non-verbal du patient, hein, en pensant qu'il réagit très bien à notre séance, alors qu'en fait, il est extrêmement dysrégulé. Troisième caractéristique, qui n'est pas des moindres, c'est le fameux « yaka, il faut que ». Les parents simplifient les difficultés de l'enfant. Ça, c'est très société occidentale, hein. C'est très simple, t'as qu'à faire des études, t'as qu'à te concentrer, t'as qu'à mieux étudier, t'as qu'à lire, t'as qu'à faire de la musique. Et les parents qui se citent, hein, moi à ton époque c'était beaucoup plus simple, moi j'ai fait des études, moi j'avais pas besoin d'aide, etc. Ou alors les comparaisons dans les fratries, hein, un enfant qui aurait des difficultés, regarde ton frère, en tout cas lui il nous pose pas ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on va faire de toi, etc. Ça c'est la fameuse sursimplification. Il peut y avoir les 3 critères, hein. Il peut y avoir un seul des 2 critères, peu importe. Et je vous ai mis en dessous, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique? Eh bien, l'individu ne va pas apprendre à étiqueter ses expériences personnelles, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ne va pas avoir confiance en la validité de celle-ci. Est-ce que ce que je fais, c'est juste, c'est faux? De toute façon, j'ai l'impression que mes parents aimeraient mieux que je fasse telle filière ou telle filière. Vous voyez, le doute sur l'identité qui a été discuté tout à l'heure, ben, elle est vraiment issue de l'environnement invalidant aussi, hein. Donc c'est très puissant, hein, l'environnement invalidant. Là, l'enfant n'apprend pas à réguler ses émotions parce qu'il n'y a pas non plus de modèle à la maison. En général, les parents sont plutôt inhibés émotionnellement ou alors extrêmement colériques. Il n'y a pas de mode d'emploi sur comment je fais quand je me sens fâché. Donc, il n'y a pas d'apprentissage sur la communication des émotions et aussi sur la gestion de la détresse. Si je suis en détresse, qu'est-ce que je fais pour gérer ça? Ok. Conclusion de cette partie, vous avez bien compris que finalement, les comportements, le petit encadré en dessous, hein, les comportements suicidaires ou parasuicidaires qui sont des critères diagnostiques sont vraiment des conséquences de la dysrégulation émotionnelle qui a été amplifiée par l'environnement invalidant. Et c'est des tentatives, hein, au fur et à mesure des années, de réguler de nouveau les émotions, hein. De faire des crises, par exemple, d'avoir des comportements parasuicidaires, ben, ça va m'aider à réguler mes émotions parce que je ne sais pas comment faire autrement. Je n'ai pas appris à faire autrement. Soit je ne les exprime pas, soit je les exprime de manière extrêmement
théâtrale, on disait à l'époque, hein, ou en tout cas excessive ou dysrégulée. Exemple d'environnement invalidant très courant actuellement, en tout cas en Suisse, c'est le fameux harcèlement, hein, harcèlement scolaire ou harcèlement par Internet. Hein, c'est un très bon exemple, enfin un bon exemple, c'est pas un bon exemple, mais c'est un exemple d'environnement invalidant puisqu'il y a une annulation de la personne, de ce qu'elle ressent, etc. Et souvent, ce qu'on voit au niveau familial, c'est qu'il y a une incompréhension de la famille pour gérer la situation. Évidemment, tout le monde est très impuissant par rapport à ça, mais des fois, l'environnement invalidant va même punir. Hein, le jeune qui explique à ses parents qu'il est harcelé ou qui a été agressé sexuellement, tu peux pas dire ça, c'est faux, je ne te crois pas, etc. Donc ça, c'est une invalidation de l'état émotionnel, même de la situation, du vécu du patient ou du jeune. Ok, ça c'est une petite conclusion, hein, sur quoi on va travailler. Donc qu'est-ce que c'est cette fameuse TCD standard? Donc la TCD standard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle a été développée avec plusieurs modalités. On dit le gold standard, c'est plusieurs modalités que je vais vous présenter maintenant, mais on a le droit et c'est tout à fait possible d'utiliser un ou l'autre aspect de la TCD. Donc, une vie qui vaut la peine d'être vécue, je vous ai cité, puisqu'on est en France, hein, un auteur français. La vie est absurde, mais elle vaut la peine d'être vécue. Au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les patients, surtout avec des patients qui sont chroniques dans leur maladie, il faut toujours se poser la question, et avec eux, qu'est-ce que c'est pour vous une vie qui vaut la peine d'être vécue? Ça serait quoi pour vous le but de rester en vie? C'est quoi qui vous tient en vie? Hein, pour sortir aussi uniquement du soin, c'est quoi un peu le moteur de toute cette thérapie? Avec des patients qui sont très souvent hospitalisés, hein, où leur vie est l'hôpital, où leur vie est le soin, leur vie c'est le rendez-vous chez le psy. Mais en fait, c'est hyper important de se poser cette question-là et de travailler avec eux autour de cette question, c'est quoi une vie qui vaut la peine d'être vécue? À 20 ans, c'est pas d'être à l'aide sociale, hein, c'est aussi d'avoir d'autres aspirations. Sinon, il y a un peu des raisons d'avoir une suicidalité importante. Hein. On dit la clé de voûte de la TCD, c'est vraiment de se poser la question avec le patient et de travailler avec lui en tant que personne. Vous, c'est quoi qui est important pour vous dans votre vie? Au-delà du soin. Hein. C'est quoi vos valeurs et comment est-ce qu'on pourrait essayer de travailler, si vous voulez, en filigrane autour de l'acquisition ou du rétablissement de ces valeurs. Donc ça, c'est un petit meuble Ikea. Hein. Je pense que vous avez aussi ça ici. Ça, c'est un peu vous, quand votre patient vous explique ses problèmes. Quel est le mode d'emploi, hein, comment on va s'y prendre? Et la TCD, au fond, ce qu'elle a de très novateur, c'est de vous donner un mode d'emploi assez facile avec lequel vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Et finalement, au lieu de monter le meuble à l'envers, ça va être très rapidement un meuble fonctionnel avec lequel le patient va aussi vous aider dans ce mode d'emploi. Ce n'est pas que le thérapeute qui fait le meuble, c'est vraiment le patient qui met aussi les étagères, qui tient le marteau, qui travaille avec son thérapeute autour de la thérapie. Donc les 4 modalités, ça veut dire que quand on fait cette approche-là, il y a vraiment 4 ingrédients, on pourrait dire, autour de cette thérapie. Le premier ingrédient, c'est le fameux suivi individuel. Hein, je dis le fameux parce qu'on a tous en tête que dans une thérapie, il y a du suivi individuel, mais il y a aussi, et ce qui est très important, c'est la participation à des groupes de compétences pour les patients. Il y a une permanence téléphonique sur le lieu de soins et puis une consultation des thérapeutes, une sorte de colloque où les thérapeutes se font aider par les autres pour supporter les patients difficiles. Ce n'est pas un colloque traditionnel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la thérapie individuelle? Le thérapeute individuel, déjà un point qui est important en TCD, c'est que le thérapeute individuel, il est seul avec le patient trouble de la personnalité, même antisocial ou autre. Hein. Il y a un seul thérapeute par patient, on n'est pas 2, on n'est pas 3. Hein. Et pourquoi on est seul avec le patient? Parce qu'au fond, on voit que si on avait des fois tendance, hein, avec des patients difficiles, à dire allez, on est 2 dans le suivi, le risque de faire ça, c'est que ça, on disait à l'époque que ça augmente le clivage, hein, mais ce n'est pas tellement ça le problème. C'est qu'en fait, le patient ne sait pas vraiment
qu'est-ce qu'il doit dire à qui, et il va être dans des états émotionnels différents entre le lundi et le mardi. Il voit Jean le lundi, il me voit moi le mardi, il va pas du tout dire la même chose. Puis quand on va se voir, on va dire, ah ben, il faut l'hospitaliser, ah ben non, pas du tout. Alors qu'en fait, c'est un même patient qui avait un autre état émotionnel le lendemain, et du coup, d'être deux thérapeutes, ça va être très problématique autour des objectifs de soins. Donc même si c'est difficile, en fait, on est un seul thérapeute. Les thérapeutes TCD peuvent être des psychologues, peuvent être des infirmiers, peuvent être des médecins. Tant qu'ils sont formés à l'approche de la TCD, c'est OK. Ça, c'est peut-être aussi important, hein. L'interprofessionnalité ou la pluridisciplinarité est tout à fait possible et attendue dans cette approche tant que les collaborateurs sont formés à l'approche. Donc le thérapeute individuel, il organise le traitement, il travaille autour de certains objectifs avec des cibles, et puis il va aider le patient avec les autres intervenants, hein. Par exemple, si le thérapeute individuel est psychologue, il va aider le patient, s'il a des difficultés avec le médecin, aider le patient à parler au médecin et non pas faire à sa place, hein. Ça, c'est un point très important dans cette approche. C'est-à-dire ne pas faire à la place, coacher le patient pour qu'il puisse exprimer ses difficultés et ne pas prendre soi-même le téléphone pour dire à son collègue « Là, tu vas voir mon patient, fais très attention, la dernière fois, tu n'as pas été très sympa avec lui, etc. » On ne va jamais faire à la place, même si des fois, on a très envie. Le thérapeute individuel, un point qui est très important dans la TCD, le thérapeute individuel va travailler à l'engagement du patient dans la thérapie. L'engagement du patient dans la thérapie, c'est plus ou moins 2 mois où on discute de l'intérêt de cette thérapie pour le patient. Est-ce que vraiment vous êtes prêt à commencer ce soin? Est-ce que c'est quelque chose qui est compatible avec votre emploi du temps? Est-ce que vous avez les possibilités d'intégrer un groupe? Est-ce que vous avez une disponibilité en termes de temporalité? Est-ce que, etc., etc. Donc l'engagement dans la thérapie, c'est vraiment la clé de voûte aussi de cette approche-là, puisque ça va diminuer les drop-out dans le suivi. Souvent, on passe pas assez de temps, hein, dans l'engagement dans la thérapie. On saute à pieds joints sur le début du suivi. Puis après, ce qui se passe, c'est que les patients quittent la thérapie. C'est très important d'avoir une phase où on discute de l'intérêt de la thérapie, même par exemple en détention ou avec des patients antisociaux, hein, ou TDAH. Est-ce que vous êtes prêt à entrer en thérapie? Est-ce que c'est OK pour vous? Maintenant, nous, à Fribourg, on a inventé, entre guillemets, un groupe qu'on appelle le groupe engagement, où en fait, on met les patients dans un groupe sur 4 semaines pour tester un peu leur motivation à participer à la suite du suivi. Et puis déjà là, vous pouvez vous dire que s'ils ne viennent pas à la 2e séance, c'est qu'il y a un petit souci d'engagement à la thérapie. Puis comme on a une longue liste d'attente, si vous voulez, ça teste un petit peu déjà la motivation, la capacité à venir. OK. Ça, c'est le contrat thérapeutique. Donc, une fois qu'on a terminé cette phase d'engagement, on va signer un contrat de thérapie, thérapeute et patient. Et ce contrat, je ne vais pas forcément le lire, hein, mais dans ce contrat, on va se mettre d'accord sur les objectifs de la thérapie, sur la participation aux patients au groupe thérapeutique, sur qu'est-ce qui est possible en termes d'absence, hein. Vous voyez sur le contrat, il y a seulement 4 absences consécutives qui sont possibles sur une année de thérapie. Ça veut dire que si le patient manque tout le mois de janvier, bien, qu'est-ce qui se passe? Il est exclu de la thérapie. Donc évidemment, le contrat est explicité et argumenté. On va expliquer le sens de ces absences. S'il y a 4 séances manquées, le problème, c'est comme si vous n'allez pas au travail pendant 1 mois. Eh bien, peut-être que votre situation personnelle est trop difficile et c'est pour ça que vous avez de la peine à vous rendre au travail. C'est la même chose pour la thérapie. Le patient a peut-être d'autres priorités qui ne sont pas celles de la thérapie. Peut-être qu'il est hospitalisé et du coup, il n'y a plus de sens de poursuivre la thérapie. Donc, pour les patients hospitalisés, le programme que je vous présente, c'est un programme ambulatoire. Les patients hospitalisés doivent se débrouiller pour venir aux séances individuelles, sinon ils sont exclus, hein. Il n'y a pas d'absence excusable. Donc l'INEAN, elle est vraiment très carrée là-dessus, hein. Il y a même la maladie, enfin tout ce que vous voulez, il faut venir. Même si vous venez 5 minutes, ça ne compte pas comme une absence. L'idée, c'est d'augmenter, hein, la motivation au traitement. C'est toujours la même idée. Parce que moins le patient vient à la thérapie,
moins il aura envie de venir. Et plus c'est difficile, plus on évite, enfin l'évitement aime l'évitement, hein. Si je ne suis pas venue les 2 premières semaines, j'aurai beaucoup de peine à venir la 3e semaine. On est tous pareils. C'est beaucoup plus compliqué de revenir. Ce qu'on fait dans la thérapie individuelle, c'est qu'on va organiser, au fond, si vous voulez, les objectifs du suivi en fonction d'une hiérarchie. Donc, ce qui va être traité en premier dans le suivi individuel, c'est tout ce qui est de l'ordre des comportements suicidaires et parasuicidaires. Si c'est présent durant la semaine, on va discuter uniquement de ça durant la séance. S'il n'y a pas de comportement suicidaire et parasuicidaire, on va parler du numéro 2, que je vais vous présenter maintenant. S'il n'y a pas du 2, on parle du 3, etc. Donc il y a comme ça une organisation, une hiérarchie des comportements problèmes durant la semaine et ça va dicter ce que le thérapeute individuel doit traiter durant la séance. Donc c'est assez facile, hein. Il y a comme une sorte de mode d'emploi sur ce que vous devez discuter dans le suivi individuel. Les comportements suicidaires et parasuicidaires, je passe un peu, hein, parce que je vois que le temps avance. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Si ça a été présent durant la semaine précédant l'entretien, on va thématiser cette problématique durant la séance. Les comportements interférents avec la thérapie, c'est le 2e objectif. C'est tout ce qui va poser problème dans le suivi de la thérapie, de ne pas venir à la thérapie, d'être très souvent absent, d'être agressif envers le thérapeute, par exemple, de mentir, hein, de ne pas donner toutes les informations, hein. Exemple, ça fait 4 mois que je consomme de l'alcool, mais je n'avais pas osé vous dire. Ou bien j'ai envie de me suicider depuis 2 mois, mais je n'ose pas vous en parler. J'ai racheté des lames, etc. Donc tout ce qui interfère avec le bon déroulement de la thérapie, c'est listé en numéro 2, parce que si le patient ne vient plus en thérapie, il n'y a pas de succès possible. Et le numéro 3, c'est la qualité de vie. Donc, vous voyez, par exemple, le cannabis, l'alcool, les troubles alimentaires, les problèmes avec le logement, ce n'est pas des cibles prioritaires. Si le patient est suicidaire ou parasuicidaire, on va d'abord traiter ça en premier. Ça, c'est un exemple. Là, je passe un peu directement aux outils de la thérapie, hein. Ça, c'est un exemple de carte journalière que le patient va devoir remplir au quotidien tous les jours, hein, et qu'il va devoir amener à son thérapeute en début de séance. Alors évidemment, les patients râlent un peu, hein. Je pense que c'est un peu partout comme ça, parce que vous voyez, c'est quand même assez conséquent, il faut remplir la carte, les jours de la semaine, etc. Là, je vous ai montré un exemple rempli de cartes. Et au fond, l'intérêt de la carte journalière est vraiment multiples, hein. Ça, c'est vraiment une spécificité de cette approche-là, parce qu'en fait, quand on a un trouble de la personnalité, borderline ou pas, on a beaucoup de difficultés, vous vous souvenez, avec la première sphère diagnostique, à se souvenir de ce qui s'est passé les jours ou la semaine avant l'entretien, parce qu'on a eu énormément d'émotions, on est dysrégulé cognitivement, et du coup, le patient arrive en séance et du coup, ne se souvient pas de ce qu'il a fait les jours d'avant. Donc, c'est extrêmement compliqué pour le thérapeute de savoir sur quoi on va travailler parce qu'il n'a pas de souvenir. Puis vous lui dites, mais hier, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne sais pas trop, je ne me souviens plus, etc. Donc, la carte journalière est extrêmement utile pour le thérapeute parce qu'au fond, vous allez avoir un visu de la semaine. Le lundi, le patient note, hein, qu'est-ce qu'il a fait le lundi? Le lundi, vous voyez, il a été acheter un bubble tea. C'était un événement positif dans sa journée. Je vous prends cet exemple-là, hein. Pour ses objectifs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été, par exemple, le dimanche, il a dessiné. Est-ce qu'il a eu confiance dans la thérapie? Ensuite, il y a l'état actuel, hein, tension émotionnelle, sommeil, récupération. Ancienne voie, c'est les comportements qu'on souhaiterait diminuer. Puis nouvelle voie, c'est les comportements qu'on souhaite modifier. Je passe un peu, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais ici, pour votre entretien individuel, vous prendriez le jour, si vous voulez, où il y a eu le plus de difficultés, soit le samedi, soit le dimanche, hein, parce qu'il y a eu à la fois des idées suicidaires et des griffures. On pourrait prendre le dimanche. Et on va centrer l'entretien sur l'analyse du dimanche. Technique numéro 2, une fois qu'on a analysé la carte, donc moi je dis souvent en supervision, hein,
Le patient arrive, on lui dit bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous avez fait la carte journalière? En fait, on ne passe pas 10 minutes à déjà un peu discutailler de comment ça va. C'est vraiment une entrée en matière assez, j'ai envie de dire, un peu abrupte, mais au moins vous avez directement un- une idée de la semaine et puis en fait, on va directement dans le vif du sujet. Parce que sinon, les patients sont évitants des fois, comme les thérapeutes, hein, et puis finalement, on va passer 20 minutes de l'entretien à faire un peu du small talk. Puis après, il nous reste très peu de temps, puis en fait, on a avancé sur rien du tout, hein. Donc en fait, on va directement entrer dans la considération de ce qui va être traité le jour de la séance. Et ça, la technique de la de l'analyse en chaîne comportementale, on va se baser sur le jour le plus problématique pour essayer de reconstruire avec le patient ce qui s'est passé, ou pardon, j'ai pas l'habitude avec ce micro, ce qui s'est passé durant les heures ou les jours précédant le comportement problème, hein, ce qui s'est passé avant le samedi ou le dimanche, comment c'étaient les états émotionnels. Vous voyez, on fait une espèce de reconstruction avec le comportement problème qui est le samedi ou le dimanche, hein, en rouge, les conséquences de ce comportement, et ensuite, qu'est-ce qui a amené le patient à avoir, par exemple, ses griffures et ses idées suicidaires. Et là, ben évidemment, c'est des fois difficile, hein, pour les patients de reconstruire ça. Donc, c'est au thérapeute de faire des suggestions. C'est comme une sorte d'analyse un peu Sherlock Holmes de ce qui s'est passé depuis peut-être le jeudi ou le vendredi. Est-ce qu'il y a eu des déclencheurs? Comment le patient se sentait au niveau émotionnel, etc., etc. Et puis, le thérapeute doit vraiment guider le patient pour arriver à ce comportement problème. Pourquoi, en fait, on fait ça en TCD? Parce qu'au fond, déjà, le but, c'est de modifier le comportement problème. Si on ne comprend pas ce qui conduit à un comportement problème, on ne peut pas le modifier. Mais et aussi, surtout, les patients borderline n'ont absolument aucune idée de ce qui conduit au comportement problème, hein. Je me suis levée le matin, j'en avais marre, je me suis coupée. Et c'est comme s'il n'y a pas finalement vous voyez, de maillon, hein, c'est pour ça qu'on dit une chaîne comportementale, il n'y a pas de maillon entre le déclencheur et le comportement. Ça, c'est un exemple de tout à fait artisanal de chaîne que nous avons fait à Fribourg. Vous voyez, donc le thérapeute note, on discute, etc. J'ai pas le temps que vous lisiez tout, hein, je suis désolée, mais je crois que vous recevez d'ailleurs les présentations, hein, si ça vous intéresse. Voilà, donc vous voyez, on discute de ce qui s'est passé, ce qui a déclenché, quelle émotion, qu'est-ce que le patient s'est dit, etc. Et le but ultime, c'est de voir quelle stratégie il aurait pu mettre en place pour ne pas en arriver au comportement problème. Une autre technique, c'est celle de la validation. Là, je vous ai parlé plutôt des techniques de changement, hein, avec la carte journalière et la chaîne comportementale, mais le thérapeute TCD, il est aussi très présent dans la validation et la compréhension des états émotionnels du patient, même en faisant une chaîne comportementale. Vous êtes énervé et je vous comprends, c'est difficile, hein, ce qui s'est passé. Donc le thérapeute TCD, il va beaucoup valider, pas les comportements problèmes, mais les états émotionnels du patient. C'est ça souvent la difficulté, hein, c'est que un patient qui vous dit avoir tout cassé chez lui, des fois c'est compliqué de valider. Valider, ça ne veut pas dire comprendre, hein, ça veut dire comprendre l'état émotionnel, pas le comportement, mais ce qui se joue au niveau des émotions. C'est l'horreur, ce que vous êtes en train de vivre, et je vous comprends tout à fait. Par contre, le fait que vous avez lancé votre télé par la fenêtre, ça c'est quand même problématique. Je vous donne un exemple un peu extrême, mais pas tant que ça non plus, hein. Alors, je passe sur la validation parce que je voulais vous parler des groupes. Ça va si j'ai encore 5 minutes? Les groupes de compétences. Donc ça, c'est la deuxième modalité, hein. Vous vous souvenez, il y a le suivi individuel. Et après, soit on a un lieu de soins où on peut aussi faire du groupe, ou alors on ne peut que faire du groupe. Tout est modulable, hein. Dans les groupes d'entraînement aux compétences, l'idée, c'est de travailler autour de l'acquisition de nouvelles stratégies. Vous voyez, c'est ce qu'il y a à droite, où c'est écrit compétences modules, hein, à droite de mon schéma. Le groupe, il est organisé autour de 4 nouvelles compétences en lien avec les 4, pardon, pas les 4, les 4 groupes de diagnostic, hein. Vous voyez sur votre gauche, il y a les fameux symptômes, et puis le groupe, il est organisé pour modifier ces symptômes. Par exemple, la pleine conscience, elle va travailler sur le trouble de l'identité et le sentiment de vide, l'efficacité interpersonnelle sur les réactions chaotiques, etc. Pardon, les relations chaotiques, etc.
Alors, le groupe, il est organisé comme ça. Nous, à Fribourg, on a soit le programme complet, donc les patients, ils ont le suivi individuel, le groupe, la consultation, enfin la totale. Soit pour des patients moins malades, en fait, ils ne participent qu'à un groupe qu'on dit un groupe TCD, donc ils sont suivis par des thérapeutes externes, etc. Et ils font un groupe uniquement sur 18 semaines. Et ils n'ont pas de suivi chez nous. Ça, c'est pour les patients moins malades, hein. Donc, tout est modulable, hein. Et puis, le groupe, si vous voulez, c'est un groupe semi-ouvert qui est organisé autour de ces fameux modules. Et puis, vous voyez, on peut entrer ces deux représentations qui veulent dire plus ou moins la même chose, hein. On entre chaque fois dans le verre, vous voyez, mindfulness, la pleine conscience. Les patients, les nouveaux patients entrent là. Après, ils font le module, par exemple, d'efficacité interpersonnelle. Il y a des nouveaux patients qui peuvent entrer à mindfulness, pleine conscience, et ainsi de suite, hein. Donc, le groupe, il est en continu, ce qui fait que pour le recrutement, c'est plus facile. C'est un conseil que je peux vous donner parce que si vous faites un groupe fermé, ben, tout d'un coup, pendant 2 mois, il faut faire un recrutement un peu intensif. Des fois, on n'a pas le temps. Tandis qu'un groupe semi-ouvert, ben, vous avez en continu un peu dans votre pot de patients des gens que vous pouvez mettre de temps en temps dans le groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, la liste d'attente, elle est plus facile, elle est fluidifiée. Donc, la durée du groupe, alors là, il y a aussi, de nouveau, tout est possible, hein. Le groupe standard, quand on fait le programme complet, il est d'une année. Le groupe TCD que nous, on fait, où il y a uniquement le groupe, la deuxième version possible, c'est entre 16 et 20 semaines. Il y a, moi, quand je travaillais ailleurs en Suisse, on faisait des groupes très intensifs sur un mois, hein. Les gens, ils venaient 2 fois par semaine et puis ils avaient toutes les modalités sur un mois. Donc, tout est possible en fonction du lieu de soins. Mais évidemment, plus on fait, plus on a de compétences enseignées, hein. Vous voyez, ça donne un petit aperçu si vous faites uniquement un mois, hein. Mais en gros, Linéane, elle dit, il vaut mieux faire quelque chose que rien du tout. Parce que ça donne déjà un petit aperçu de ce qui est possible. C'est aussi un peu la dialectique, hein. C'est pas parce qu'on peut pas faire le programme complet qu'il faut rien faire du tout. Des fois, on a tendance un peu à penser comme ça, hein. Ok, donc la structure d'un groupe thérapeutique, en général, c'est de 2 heures, donc c'est des groupes assez longs. Pour les adolescents, c'est plutôt 1 heure et demie, hein, ce qui est recommandé. Toujours 2 animateurs, toujours avec des patients suicidaires ou parasuicidaires ou très impulsifs. Je ne sais pas si c'est possible dans votre clinique, mais c'est quand même assez utile d'être deux, hein. S'il y a un patient qui va moins bien, qui veut se suicider, c'est compliqué de laisser les patients tout seuls, hein, si l'animateur doit sortir. Donc l'organisation, ça c'est très comportemental ou TCC, hein. Il y a tout d'abord un retour des tâches à domicile puisque les patients doivent exercer durant la semaine ce qui est enseigné dans le groupe. Ensuite, il y a une pause de 15 minutes. Ensuite, on apprend des nouvelles stratégies. Il y a de la théorie qui est enseignée. Ensuite, on va proposer une tâche à domicile. Et puis ensuite, on finit par un exercice de pleine conscience. Puis les groupes, ils ont toujours cette structure-là. Ça va? Donc, vous voyez, il y a un entraînement avec des tâches à domicile qui sont demandées. Évidemment, comme les patients sont partout les mêmes, il y a évidemment une petite minorité qui ne fait jamais les tâches à domicile. Les spécialistes ou qui surfent un peu sur la vague en montrant qu'ils ont fait, mais en fait, ils n'ont pas fait. Et du coup, ben ça sera toléré, on va dire, les 2, 3, 4 premières fois. Puis après, ça sera dressé comme un comportement interférant avec la thérapie. Ça veut dire que ça sera beaucoup thématisé aussi en individuel de l'intérêt de faire les tâches à domicile, parce que la vraie vie, c'est pas ni pendant le groupe, ni pendant l'entretien individuel, mais c'est au domicile ou sur le lieu de travail du patient. Donc l'intérêt, voyons, on va travailler de nouveau sur la motivation à faire les tâches à domicile. Là, je vous ai mis des exemples de ce qui peut être, par exemple, discuté dans un groupe. Ça, c'est le module tolérance à la détresse, hein. C'est très petit, vous n'allez pas réussir peut-être à lire, mais là, dans le module de tolérance à la détresse, c'est la survie aux crises. Donc, dans ce module-là, on va suggérer, on va lire ensemble quelques parties. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en crise? Ouvrir les possibles, hein. C'est pas simplement consommer de l'alcool ou s'automutiler ou téléphoner à son compagnon, mais c'est aussi, par exemple, vous voyez ici, c'est noté caresser un animal, prendre un bain chaud, respirer l'odeur du café, etc., etc. C'est quelques exemples, hein.
Quelques exemples au sujet du module d'efficacité interpersonnelle. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, j'ai de la difficulté à résoudre les conflits ou à dire à mon employeur, j'ai un exemple d'une patiente qui vient de commencer un stage dans un, comment vous dites, un EHPAD. Voilà. Et en fait, c'est extrêmement difficile ce stage, mais comme de nouveau, elle montre que tout va très bien, eh ben, son employeur lui fait faire déjà plein de remplacements de collègues malades. Donc elle est venue à l'entretien, puis elle m'a dit, mais Madame Guenot, il faut m'hospitaliser, j'en peux plus, c'est l'horreur. Mais en fait, elle n'avait pas du tout discuté avec son employeur de la difficulté. Elle était déjà dans l'idée de se faire hospitaliser. Donc il y a certains mythes, vous voyez, qui sont notés ici, qui pourraient expliquer pourquoi la patiente n'a même pas du tout osé discuter. Il y a un des mythes, si je montre mes faiblesses, on ne m'aimera pas ou je serai exclue. Ce qui fait que je ne dis rien et du coup, après, je décompense et je suis hospitalisée. Ça, c'est discuté dans le module efficacité interpersonnelle. La consultation téléphonique, je vais un peu plus vite, c'est une permanence sur les heures ouvrables de tous les thérapeutes du programme qui peuvent répondre aux patients qui appellent en crise pour lui suggérer des stratégies. Donc, la consultation téléphonique n'est pas un entretien de thérapie individuelle, mais un coaching téléphonique. Et la consultation d'équipe, c'est vraiment l'idée de s'aider et de s'entraider déjà à pratiquer et à appliquer la TCD, mais aussi d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe avec les patients troubles de la personnalité, d'aider le thérapeute qui, par exemple, aurait vraiment d'importantes difficultés avec son patient. En fait, les autres thérapeutes sont un peu des coachs et des soutiens pour les thérapeutes individuels, puisqu'on sait que c'est difficile d'avoir des patients comme ça en suivi, et souvent on a tendance à être désespéré, découragé, parce qu'il n'y a pas de changement dans les comportements problèmes. Dans les développements, j'arrive gentiment au bout, les développements possibles de la TCD, ce que nous, on a pu mettre en place à Fribourg, puis je vais vous montrer aussi d'autres développements. La TCD, elle a été développée aussi avec les adolescents, soit diagnostiqués troubles de la personnalité, soit très impulsifs, voire suicidaires. Nous, à Fribourg, on a mis en place uniquement la modalité du groupe. Il n'y a pour l'instant pas tout le programme. Et au fond, la différence avec le programme standard, c'est que dans le groupe d'entraînement aux compétences, les jeunes viennent avec un des deux parents ou un éducateur. Donc c'est un groupe, si vous voulez, qui est constamment avec un accompagnant, puisqu'on va aussi travailler sur les interactions difficiles pour ne pas aggraver les crises. Mais le principe, c'est exactement le même. Ensuite, ça c'est plus ou moins nouveau. Patrick d'ailleurs nous a aidé à développer ce concept. C'est une unité hospitalière qui reprend certains aspects de la TCD. Donc on a formé l'équipe aussi là tout près de Fribourg. Et puis TCD 4, ça veut dire que les patients ils peuvent faire soit un séjour hospitalier en général de 5 à 7 jours pour diminuer la crise, soit ils sont d'accord de travailler un peu plus sur leur comportement problème et puis ils font 4 semaines d'hospitalisation où on travaille, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec les cartes journalières, les chaînes, et puis il y a des groupes hospitaliers de thérapie comportementale dialectique avec énormément de règles, des contrats, enfin j'ai pas du tout le temps de vous développer ça, mais pour dire que c'est aussi possible de l'instiller en hospitalier, la TCD. C'est pas qu'un traitement ambulatoire, parce que déjà, ça va permettre à l'équipe d'avoir le même langage autour des patients. Les autres développements possibles, à Fribourg, on a aussi développé un groupe pour les personnalités antisociales en détention. On a une prison d'hommes à Bellechasse, ça s'appelle, où en fait, alors c'est autant des peines, courtes que des peines longues. Et du coup, les détenus viennent sur un mode, par contre, volontaire. Ils sont involontairement en détention, mais ils participent volontairement au groupe. En même temps, ils aiment bien ça, parce que sinon, ils doivent travailler, etc. Donc voilà. Mais pour dire que du coup, c'est un peu le même principe avec les mêmes thématiques qui sont développées dans les groupes. Et ça leur parle aussi, les difficultés interpersonnelles en détention, mais aussi hors de la détention, la gestion des émotions, etc.
Et là, on est en train de développer un groupe pour les addictions avec la différence pour les addictions, c'est qu'il y a un module spécifique sur l'abstinence. C'est la seule différence, sinon c'est exactement la même chose. Abstinence dialectique, ça s'appelle. Ça veut dire que c'est l'idée que si je suis totalement abstinent et que je ne regarde pas les risques de rechute, je risque de rechuter. Mais si je suis dans une rechute et que je dis que l'abstinence c'est nul, en fait, je vais jamais réussir à réfléchir à ma consommation. Donc, il y a toujours un peu cette notion de la dialectique, c'est quoi le juste milieu, mais ça va plutôt prôner l'abstinence parce que quand on a un problème de dysrégulation émotionnelle, l'abstinence est plutôt conseillée, mais avec la notion d'intégrer les risques des deux côtés. J'ai pas le temps de développer ça aujourd'hui. Les autres adaptations possibles, mes collègues de Genève ont développé la TCD pour le TDAH. C'est un peu plus facile que pour le trouble de la personnalité borderline parce que les TDAH, déjà, il y a moins de drop-out. Ils sont beaucoup plus, si vous voulez, comment dire, ils agréent plus facilement au traitement. Il y a une TCD qui a été développée pour les PTSD complexes en Allemagne avec Boyus. Et puis, il y a une équipe de Strasbourg qui a développé la TCD pour l'autisme et puis aussi pour les patients qui avaient des troubles type AVC, etc. Donc, le point commun, on pourrait dire, à tous les développements de la TCD, c'est à la fois l'impulsivité. Donc, en gros, si vous avez des patients impulsifs qui présentent de fait, ça va beaucoup ensemble, une dysrégulation émotionnelle, eh bien, on pourrait tout à fait proposer cette approche-là. Conclusion. La TCD a vraiment un intérêt pour le clinicien en termes de facilité, de traitement, de réorganisation et de simplification des cibles, de la hiérarchie, de l'engagement du patient. Donc, c'est vraiment aussi plus facile pour le clinicien, pour le patient lui-même, parce qu'en fait, il y a un progrès au niveau de ses comportements problèmes et un sentiment de réussir une thérapie, contrairement à d'autres approches, et aussi évidemment pour les équipes, puisqu'il y a un langage commun autour de ces patients-là, et on va beaucoup travailler sur le non-jugement, avec la notion que c'est des patients qui ont besoin de soins. Ce n'est pas des patients qu'on met dehors des lieux de soins, c'est des patients qui doivent être traités. Souvenez-vous pourquoi? Parce que sinon, de toute façon, on les met par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Donc, de toute façon, vous en aurez, donc autant se former à l'approche. Il n'y a pas de solution autre que ça. On ne peut pas dire les borderline, on s'en occupe pas trop. Je pense que là, on est tous conscients que, au vu de, si vous voulez, du pourcentage élevé dans nos cliniques, la question de la prise en soin, actuellement, elle est fondamentale. Efficacité, je vous en ai parlé, des études qui montrent l'efficacité de la TCD. L'économicité, parce qu'on est tous à la même enseigne, l'économicité, la TCD diminue les coûts de la santé. Pourquoi? Parce que diminue le nombre d'hospitalisations. Dans les références que je vous ai mis, il y a quelques articles. Moi, j'ai dû, quand j'ai développé le programme PRISM, aller voir notre administrateur, etc. Puis aussi argumenter, la Suisse, c'est la même chose, je peux vous dire, sur les coûts de la santé. On est un peu en train de serrer la vis. Et puis de dire que finalement, s'il y a moins d'hospitalisation, voire plus d'hospitalisation, il y a des patients qui ont eu 25 hospitalisations, ils commencent le programme et on ne va plus du tout dans le sens de les hospitaliser. Il y a une nette diminution des coûts. Il y a moins de consultations aux urgences psychiatriques, ce qui fait que ces deux postes, si vous voulez, financiers, sont vraiment réduits. Le coût, il est les centres de charge, c'est en ambulatoire, mais c'est plus du tout aux urgences et en hospitalier. Et c'est pour ça que l'INEAN, elle a pu développer ça aux États-Unis, parce que c'était encore pire par rapport au coût de la santé. Vous savez que c'est encore plus restrictif aux États-Unis qu'en Europe, même si ça devient quand même compliqué. Et puis, le seul point quand même toujours un petit peu plus compliqué, c'est la formation. Mais ce qu'on dit, c'est que voilà, c'est extrêmement important de se former pour prendre en soin ces patients-là et que malheureusement, encore actuellement, je pense en France surtout, la formation par rapport aux troubles de la personnalité est encore, si j'ose dire, un petit peu lacunaire, dans le sens les formations qui permettent une prise en soin optimale du trouble. Je ne sais pas si j'ose le dire, mais c'est vrai que du coup, c'est malheureusement, je pense, une nécessité qui devrait arriver sur les prochaines années, surtout avec l'argument des coûts diminués.
Je vous remercie pour votre attention. La Tour Eiffel, le Cervin, même combat. Et c'était un plaisir de prendre la parole avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup.